Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la réédition d'un livre signé de l'Internationale et édité pour la première fois en 2007. Ce livre a pour titre Critique de la société de l'indistinction. Il est sous-titré Commentaires sur le fétichisme marchand et la dictature démocratique de son spectacle. Alors aujourd'hui, en octobre 2021, il est réédité, mais il n'est pas réédité simplement puisqu'il y a un ajout, un apport majeur, puisqu'il s'agit d'un prologue de Francis Cousin, qui avait par ailleurs déjà participé grandement à l'élaboration de la première édition signée de l'Internationale. Donc, vous pouvez vous procurer ce livre aux éditions sur le site de l'éditeur Culture et Racines, ou bien sur le site de Guerre de classe. Pour être complet, nous signalons qu'il y a eu déjà 3 émissions sur le sujet, 2 en 2012, une avec Emmanuel Ratier pour Radio Courtoisie, une autre toujours en 2012 qui avait pour titre Le communisme comme tradition primordiale, et une émission en octobre 2019 réalisée par Guerre de classe. Donc aujourd'hui, avec Michel, nous avons la très lourde responsabilité de parler de la profonde pertinence de ce livre, Critique de la société de l'indistinction, car nous rentrons dans une époque particulière, une période historique majeure qui correspond à la crise terminale du mode de production capitaliste. Aussi, nous savons que dans les mois, dans les années à venir, va se produire des mouvements sociaux de très grande intensité. Et il serait dommage que dans cette mise en mouvement des gens, que par un manque de conscience historique, beaucoup de gens perdent de leur bonne volonté, de leur courage, se perdent dans des méandres, dans des impasses, dans des voies de garage de l'indistinction. Donc pour cela, nous allons
vous parler un peu plus amplement justement de cette indistinction. Alors, juste pour préciser, on mettra sans doute, on verra ça avec les monteurs, mais on mettra sans doute ensuite en lien sous la vidéo les vidéos dont tu as parlé, parce que c'est vrai qu'il y en a un certain nombre intéressantes sur différents sujets. Avec Ratier notamment, c'était vraiment sur la question politique, l'indistinction politique. Nous, on avait fait une émission avec Francis il y a 2 ans qui parlait beaucoup notamment du Christ. Donc, on va essayer de varier et d'attaquer la chose autrement. Alors, pour définir l'indistinction, alors déjà, il y a beaucoup de bouquins qui se titrent « La société de quelque chose ». Des bouquins très intéressants comme celui de Debord, « La société du spectacle », mais il y a eu Baudrillard, « La société de consommation », il y a dû y avoir la société de l'indécence, je ne me rappelle plus l'auteur, puis il y a sans doute même des bouquins qui s'appellent la société, je ne sais pas moi, de la surveillance, les caméras, etc. Donc, ce qui est important pour nous, c'est déjà de partir du fait que c'est pas un bouquin qui va développer une vision spécifique particulière parmi toutes ces visions possibles de ce qu'est la société aujourd'hui. L'indistinction, c'est le fait que plus rien dans la conscience contemporaine n'est distinguable, justement, discriminable, et qu'on n'arrive plus à avoir une perception nette et claire de l'objet qu'on essaie de comprendre, quel qu'il soit. Et ça, alors il y a des tas d'exemples, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Le truc le plus typique, c'est les problèmes de différence de sexe, de transsexualité, le fait qu'un papa puisse être une maman, enfin une femme, etc. Donc tout ça, c'est des choses que plein de gens voient comme quelque chose d'insupportable et d'anormal qui cloche. Mais ils font une critique de tout ça qui est moralisante et qui donc ne touche pas au but. Nous, et d'ailleurs ce bouquin s'appelle pas simplement Société de l'indistinction, c'est pas un bouquin descriptif, c'est critique de la société de l'indistinction. Et donc c'est une entreprise de distinction par-delà l'indistinction, pour comprendre d'où elle vient et saisir quel est le remède et la solution au bout du chemin historique. Et donc l'important, c'est vraiment d'avoir un regard non pas subjectif. Comme disait Hegel, il y a une citation dans ce prologue au début du bouquin sur l'inanité du penser par soi-même, justement. Donc, je répète, c'est vraiment pas la question de poser un regard spécifique sur le devenir historique, c'est essayer de poser une critique universelle et objective sur cette réalité. Et pour comprendre cette réalité d'indistinction dans tous ses aspects, le terrorisme, la crise, les rapports des sexes dont j'ai parlé tout à l'heure, etc., il n'y a qu'une façon, c'est d'aller à la radicalité de la critique, c'est-à-dire à ses racines. Et donc, ce qui est important, plutôt que d'exprimer les multiples et diverses manifestations phénoménales de cette indistinction et de ce monde en décrépitude, la seule façon de le comprendre, c'est de comprendre la base de départ et d'où ça sort. Et donc, je vais étendre la parole à Maurice sur cette question du fondement de l'indistinction. Alors, pour aller au fondement de l'indistinction, on va justement essayer de faire preuve de distinction en situant au mieux la racine de l'indistinction. Et pour cela, nous allons faire un petit voyage en arrière, puisque nous allons remonter une dizaine de millénaires en arrière dans l'histoire pour partir de la révolution néolithique, où l'homme, après avoir domestiqué les végétaux puis les animaux, a réussi à produire des stocks, à échanger. Ces échanges se sont multipliés et il est arrivé un moment où ces échanges ont questionné les hommes. Et Aristote sera un des premiers à se questionner sur l'indistinction qui se joue dans l'échange. Aristote sera le premier même à avoir la pertinence de s'interroger sur le grand mystère qui se cache dans le simple échange, dans la valeur d'échange. Aristote nous dit il ne peut y avoir d'échange sans égalité et il ne peut y avoir d'égalité sans commensurabilité. Cela veut dire sans mesure, sans dénominateur commun. Alors,
Il prendra un exemple simple, l'échange entre 5 lits et une maison. Il faut donc, pour qu'il y ait échange, il faut qu'il y ait égalité. Donc, il faut poser une égalité entre 5 lits et une maison. Et Aristote nous dit, mais comment peut-on poser une égalité entre des produits aussi distincts, aussi différents? Il dira, on y a recours pour le besoin pratique. Mais en réalité, l'affirmation de cette égalité est contraire à la nature des choses. Alors, Aristote ne répond pas à la question qu'il pose, à savoir quelle est cette égalité, quel est ce dénominateur commun. Par contre, il a le grand mérite d'être le premier à être au cœur de la question de l'indistinction au travers de l'échange, de la valeur d'échange. C'est dans la multiplication des pratiques sociales, des échanges, que s'instaure une mesure, un dénominateur commun qui va poser l'égalité. On a donc une égalité qui est réalisée par un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, c'est une quantité. C'est une quantité de temps de travail humain. C'est une quantité de temps de travail humain exploité. Alors, on pourrait développer, parler de travail abstrait socialement nécessaire, mais bon, maintenant, on va rester simple, on va parler de quantité de temps de travail humain. Nous avons donc dans l'échange une égalité qui est réalisée par un dénominateur commun, qui est une quantité de temps de travail. Et pour que l'échange se réalise, il faut que cette quantité fasse abstraction, négation, indistinction des produits que l'on échange. Aristote a pris l'exemple des lits et de la maison. Alors, je vais prendre un autre exemple qui n'est pas un échange marchand, comparaison n'est pas raison, mais c'est pour bien saisir le sens de ce qui se joue dans mon propos. Je peux poser une égalité entre 1 litre de glyphosate et 1 litre d'eau. Je peux dire qu'1 litre d'eau égale 1 litre de glyphosate. 1 litre égale 1 litre. Il y a réellement une égalité quantitative, mais qui fait abstraction des caractéristiques, des distinctions du fait qu'il y ait de l'eau et du glyphosate. Ça pourrait être du vin et de l'armagnac. Peu importe, dès le moment qu'on a une égalité qui est posée par une quantité, le volume. Donc, cet échange n'est pas un échange marchand, mais c'est pour bien comprendre le sens. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une quantité qui réalise une égalité en faisant abstraction, négation, indistinction des produits que l'on échange. Mais quand on fait abstraction, négation, indistinction des produits que l'on échange, on ne fait pas que abstraction, négation, indistinction des produits que l'on échange. On fait en réalité, et ça c'est majeur à retenir, on fait abstraction, indistinction des êtres humains eux-mêmes. L'homme, l'être humain, en produisant par l'intermédiaire de la valeur d'échange indistincte, l'homme produit lui-même la société de l'indistinction. L'homme, en produisant le monde des marchandises, se produit et se reproduit lui-même comme une marchandise. La quantité marchande écrase les qualités, rend indistinctes les qualités humaines. Nous avons donc un concept d'égalité qui est un concept capitaliste. C'est l'égalité marchande, c'est l'égalité de la valeur d'échange indistincte, à bas l'égalité de la valeur d'échange indistincte. Ensuite, nous l'avons dit, ces premiers échanges ont eu lieu au néolithique. Donc, il y a de cela un peu plus de 10 000 ans. Ils ont eu lieu dans une région, le Proche-Orient, dans une zone, le Croissant fertile. Bon, pour simplifier, on va garder la région du Proche-Orient. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas un hasard si les premiers échanges ont lieu là, dans cette région, et si on retrouve les premières comptabilités chiffrées, les premiers chiffres, là, dans cette région. Ce n'est pas des êtres humains qui comptaient les arbres, les nuages, les oiseaux et qui se sont dit on va se servir des chiffres pour compter nos échanges. C'est bien la pratique sociale, la vie quotidienne des échanges qui fait que le déploiement de la valeur d'échange a produit la nécessité, a obligé les hommes à inventer et se servir des chiffres. C'est le travail en soubassement de la valeur d'échange qui a travaillé et qui a donné cela. Et un peu plus loin dans l'histoire, nous avons les lettres, mais qui découlent des chiffres. Et ce n'est pas hasard.
Alors, j'insiste, mais les premiers écrits apparaissent toujours dans cette même région où sont apparus les premiers échanges. Et les premiers écrits de la civilisation sumérienne, ce ne sont pas des écrits de poèmes, de philosophie, ce sont des écrits comptables, ce sont des mesures d'orge. Donc c'est toujours la valeur d'échange qui se déploie. Et si on pousse un peu plus loin, on aura toujours là, dans cette même région, l'apparition du premier grand monothéisme qu'est le judaïsme. Alors bien évidemment qu'il y a un lien entre la valeur d'échange et le judaïsme, puisque le judaïsme est le produit de la valeur d'échange. Alors quand certains nous expliquent le monde d'aujourd'hui à partir du présupposé religieux ou de ses dérivés, bien en fait, ils occultent, ils oublient plusieurs millénaires de déploiement de la valeur d'échange et ils prennent comme point de départ la religion, qui n'est là que pour relier ce qui a été délié par la valeur d'échange. Ils prennent pour point de départ quelque chose qui n'est qu'un moment du déploiement de la valeur d'échange. Je referme la parenthèse, elle était un petit peu longue, mais nécessaire. Donc, on a ces échanges, cette valeur d'échange qui apparaît dans cette région du Proche-Orient. Elle va devoir se développer, se déployer, se valoriser, circuler, et elle va rencontrer tout un tas d'obstacles. Et elle va devoir se libérer de ces obstacles. Et c'est comme ça que naîtra la notion de liberté de la valeur d'échange. Donc, à bas la liberté de la valeur d'échange. Ensuite, un dernier point, quand on parle d'échange, les gens prennent comme présupposé, comme point de départ, l'échange entre deux individus isolés. Donc ça, c'est faux historiquement. Les premiers échanges ont eu lieu de communauté à communauté. À l'intérieur de la communauté, il n'y avait pas d'échange, il y avait un produire ensemble directement pour les besoins humains. Et ce n'est que lorsque l'échange a commencé à pénétrer dans la communauté que la communauté a commencé à se dissoudre. Donc l'individu isolé n'est pas un point de départ, c'est même le point d'arrivée de la dissolution de la communauté. Alors ce point est faux historiquement au niveau du point de départ, mais il est surtout faux dans la représentation que s'en font les gens. Les gens, que ce soit autour de nous ou lors des manifestations de ces derniers temps, des gens qui veulent un monde meilleur, un monde où l'argent serait moins en excès, ils veulent un capitalisme moins agressif, nous parlent même du retour au troc, ont pour référence cet échange entre deux individus isolés. Et ils nous disent l'échange entre ces deux individus, ben, c'est gagnant-gagnant, c'est chacun y trouve son compte. L'intérêt général serait assouvi. Et mieux encore, ils nous disent l'échange, le commerce serait garant de la fraternité des hommes. Alors rien n'est plus faux que cela, car quand deux individus sont face à face, s'ils ont été séparés au départ de la communauté. Ils ne produisent plus ensemble directement pour les besoins humains. L'échange, la valeur d'échange les a séparés et ils se retrouvent face à face. Et l'individu qui est en face de moi, il n'est pas là en tant qu'être humain, il est là en tant que moyen pour moi d'assouvir mon intérêt égoïste. Donc, la fraternité est en réalité une addition d'intérêts égoïstes, la fraternité de la valeur d'échange indistincte. À bas la fraternité de la valeur d'échange indistincte. Liberté, égalité, fraternité, la quantité marchande qui écrase les qualités humaines, qui les rend indistinctes. Nous avons pour résultat de tout cela une société, la société de l'indistinction, qui est la société de l'avoir, du cumulable, du quantifiable, du monnayable, du marchandisable. Au départ, nous avions la communauté de l'être, qui était la communauté des vraies qualités humaines, de tout ce qui n'était pas quantifiable, mesurable, monnayable, marchandisable. Et nous avons cette valeur d'échange qui a scissionné la communauté pour donner la société de l'indistinction. Et cette valeur d'échange, eh bien, c'est une très longue histoire puisqu'elle a démarré au néolithique. Et dans son parcours, eh bien, elle a transformé beaucoup de choses. Et elle est couverte de voiles. Et on ne peut plus la situer, la distinguer tellement il y a de voiles. Et c'est pour ça que nous allons essayer, et je te rends la parole, d'essayer d'aller vers un dévoilement en parlant un peu plus concrètement de cette indistinction. Alors, ce point de départ est forcément simplifié, mais c'est le point de départ historique de l'indistinction.
Alors après, ce qu'il faudrait peut-être qu'on fasse, c'est essayer, parce que ça peut être difficile pour les gens, de faire le lien entre ce point de départ, cette scission initiale dans la communauté générique, et notre transe, dans mon exemple de tout à l'heure, au bout du chemin. Mais donc c'est là qu'il faut comprendre, et c'est justement pour ça que ce bouquin n'est pas un regard particulier posé sur l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est justement cette trajectoire. Et en quelque sorte, tu as déjà exprimé sous une certaine forme cette trajectoire en exprimant que liberté, égalité, fraternité, qui sont des slogans qui apparaissent tard dans l'histoire au XVIIIe siècle, en quelque sorte sont déjà contenus dans cette scission initiale. Et ça exprime d'ailleurs le fait que ces expressions, qui sont des expressions idéologiques, ne sont que le résultat d'une réalité matérielle et d'un rapport social brisé. C'est un gros problème, cette histoire d'idéologie, parce qu'on a actuellement tout un tas de gens qui critiquent ce qu'ils appellent, alors ils appelleraient ça plutôt la société de la déconstruction. Tout ce qu'on a décrit tout à l'heure sur le patriarcat, les rapports hommes-femmes, les rapports entre parents et les enfants, etc. Ils ont un regard critique là-dessus, mais pour eux, c'est le résultat d'une idéologie qui gagne. Et donc, eh ben, le résultat pour eux, c'est qu'il faut produire une contre-idéologie séduisante, et dans ce combat idéologique, peut-être que cette contre-idéologie gagnera. Et ce qu'il faut comprendre, c'est justement que tout ça est déterminé. Alors, Marx, il parle dans la préface de la critique de l'économie politique, mais de toute façon, il en parlait déjà dans l'idéologie allemande, d'un truc central de méthodologie qui est le fait que la conscience des hommes est déterminée par leur être social. Donc, la conscience est un produit historique et social, elle n'a aucune autonomie. Donc, si on prend notre cas du trans, et qu'on a en tête la séparation de nous-mêmes, de la communauté, et de nous-mêmes et de notre essentialité initiale, on comprend très bien qu'à un certain seuil de l'histoire, tous les êtres humains sont coupés d'eux-mêmes, donc dans une sensation de séparation et de mal dans sa peau, comme on dit, et que le mal dans sa peau poussé à son extrémité, c'est la volonté de se débarrasser de sa peau pour en mettre une autre. Et le rapport idéologique va dire, ah, il y a une conscience, la conscience de ce trans qui veut changer de sexe, et il y a un corps, c'est la séparation. Et il y a eu un accident dans la nature qui fait que cette conscience n'est pas mise dans le bon corps. Or, nous, grâce à Marx et même à Hegel, on sait que la conscience est le produit du corps dans son rapport au monde, et qu'être hors de son corps n'a aucun sens. On est en situation de séparation, et comme tu dis, il y a un voile derrière ce sentiment de séparation, qui est la séparation initiale et la déstructuration, qui fait qu'on est, sans le savoir, hors d'une vie humaine. Marx disait que l'humanité est hors de l'économie politique, que l'inhumanité est dedans. Tout regard porté sur la réalité aujourd'hui, qui ne comprend pas cette racine, est condamné à reproduire sans arrêt l'indistinction, y compris en critiquant l'indistinction, parce que la seule façon de renverser l'indistinction, au moins déjà en conscience et en compréhension, ce qui permet après une action concrète, c'est de comprendre d'où elle sort. Si on ne comprend pas d'où elle sort, on va produire une critique indistincte de l'indistinction. Alors, ce que tu dis, c'est majeur parce que justement, on n'est pas, c'est pas que guerre de classe qui constate le résultat. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de chapelles, de groupes ou d'analyses qui voient bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, qui vont dénoncer le LGBTisme. Maintenant, ils vont le raccorder à une idéologie. Il y en a qui vont trouver différentes idéologies pour expliquer le monde, mais c'est toujours une histoire de d'où on part. C'est-à-dire que eux, ils vont pas voir que cette idéologie,
elle est elle est en lien avec ce qui se passe dans la pratique réelle de la vie des gens. Et, et par rapport à ça, bon, je t'ai coupé, je vais te redonner la parole, mais c'est majeur parce que il suffit pas de dire, de dénoncer les impasses sociétales. Donc là, on a parlé du transgenre pour parler du LGBTisme, parce qu'on voit ça. Il y a des exemples partout autour de nous, donc c'est ça devient notre quotidien de plus en plus. Mais dans la dénonciation de ça, il y a ceux qui dévoilent, mais qui lèvent un premier voile, mais qui s'arrêtent à un prochain voile, et qui sont dans l'indistinction, et ils sont peut-être même plus bloqués que les autres, puisqu'ils croient qu'ils ont dévoilé quelque chose et ils s'arrêtent sur un prochain voile qui est la non-compréhension de l'idéologie, où justement, comme tu le disais, c'est pas la conscience qui détermine la vie, mais c'est la vie qui détermine la conscience, mais la vie effective, la vie pratique. Et ce qu'il y a derrière la vie pratique immédiate. Et c'est pour ça que quand on dit que la conscience des hommes est déterminée par leur être social, il faut comprendre que cette vie sociale est déterminée par un mode de production et que l'homme lui-même est un produit social. Il y a souvent une erreur chez beaucoup de gens, quand on parle de mode de production, les gens ont un regard économique sur la question. C'est une façon de produire des objets et puis des marchandises, des biens de consommation, tout ce qu'on veut. Mais le mode de production, c'est la façon dont l'homme se reproduit lui-même dans l'être, et se faisant, alors en produisant ce qui va lui permettre de rester en vie, donc trouver de l'eau, manger, se construire un logement, mais ce faisant, se produit lui-même. Donc, oui, tu voulais intervenir Non, je pense que c'est peut-être le plus difficile à saisir, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est que l'homme se produit et se reproduit, donc il y a une histoire de longue durée, et effectivement, l'homme produit les circonstances tout autant qu'il est le produit des circonstances. Et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme quand, dans les descriptions de tout à l'heure, on a des points de départ qui sont faux. Enfin, on part de l'individu isolé. Voilà. L'individu isolé est le résultat de toute la séparation qu'il y a eu de la vraie vie, de la vie qui produisait directement pour les besoins humains, sans passer par la médiation de l'échange. Alors, je change de sujet, mais c'est dans le sujet. Ça me fait penser à. J'avais vu des chirurgiens aux États-Unis qui se plaignaient. Alors, c'est pas sur les transgenres, tu vas être déçu, c'est autre chose. Des chirurgiens qui se plaignaient du nombre d'adolescents qui demandaient à se faire opérer en chirurgie esthétique pour ressembler à leur filtre Snapchat. Alors, j'espère que je le prononce bien, sinon mes enfants vont me gronder. Mais c'est fabuleux, quoi. Et c'est toujours pareil. Ça peut pas venir il y a 100 ans dans la tête des gens. Tout ça, c'est le produit d'un rapport social. Et Marx nous dit que que le mode de production produit un objet pour le sujet, mais qu'en même temps, il produit un sujet pour l'objet. Donc, alors des exemples, il y en a plein, mais cet exemple de Snapchat où, au final, des jeunes veulent se faire opérer pour ressembler à quelque chose qu'on leur a mis dans la tête, c'est assez cocasse comme exemple. Et donc, quand on dit que ce mode de production produit tout, le mode de production marchand les hommes produisent des hommes marchandisés via ce mode de production marchand. C'est eux-mêmes qui s'autoproduisent aléatoirement comme des marchandises. Et ce mode de production est obligé, parce qu'il y a toujours un désir de vie et d'existence réelle qui traîne malgré tout en chacun de nous, plus ou moins. Et donc, en même temps, ce système est obligé de produire en masse un discours indistinctif pour maintenir ces hommes marchandisés dans leurs conditions d'hommes marchandisés. À un point tel que les hommes
n'arrivent même plus à regarder la réalité qu'il y a devant eux. Alors, mais ça va des questions historiques à la vie quotidienne la plus basique. Par exemple, si on dit qu'il y a eu des inondations dans le nord de la France, il y en a eu des très fortes en Allemagne cet été, on va nous dire que c'est une catastrophe naturelle. La personne qui se retrouve avec une maison inutilisable, invendable et dans une mer de noir, croit que la crue d'une rivière l'a mise dans une situation insupportable. Et elle n'arrive pas à voir, parce qu'il y a ce filtre, c'est le fétiche marchand, elle n'arrive pas à voir que derrière, c'est ce rapport marchand qui fait que il n'y a que dans le système marchand que quelqu'un est dans une galère noire parce qu'il y a une crue. Dans la communauté dont tu parlais tout à l'heure, on peut imaginer un Sioux, un groupe de Sioux au bord d'une rivière. La rivière monte plus qu'elle n'a jamais fait. Il y a des dégâts, mais une fois les dégâts passés, c'est fini. Ils ont compris et ils vont se déplacer ailleurs parce qu'il n'y a pas d'après-préparation du sol, parce que la question, c'est pas de savoir à qui on va pouvoir vendre son tipi, etc. Ce qui crée la situation catastrophique, c'est le rapport marchand derrière qui n'est jamais questionné parce qu'il est vécu comme naturel, et c'est ça le renversement indistinctif. C'est que ce qui est anti-humain devient le rapport humain normal qui fait que tout ce qui est vécu ne peut plus être regardé pour la réalité de ce qu'il est. Et donc, ça va de la réalité immédiate de ces problématiques individuelles qui peuvent être très lourdes, ou ce que vivent actuellement des commerçants dont le commerce est détruit par les mesures gouvernementales contre le pseudo-coronavirus. Et après, ça va jusqu'à les problématiques historiques. Je ne sais pas, nous, on est un groupe communiste. Que veut dire ce mot communiste dans la société de l'indistinction? Ça veut dire l'antithèse du mot. Pourtant, toute personne lambda dans la rue considère que Staline est communiste, parce qu'elle a entendu que le communisme, c'était ça. Exactement comme si j'allais demain cambrioler une banque avec un masque de la reine d'Angleterre et que du coup, on considérait que c'est la reine d'Angleterre qui a fait le hold-up. Non, la réalité, le communisme a une réalité historique, passée, une lutte actuelle et un futur qui n'a rien à voir avec ça. Mais l'indistinction fait que les gens n'arrivent pas à lever ce voile. Alors après, il y a la question de pourquoi on accepte, pourquoi les gens ne se posent pas ces questions-là, pourquoi l'évidence. Mais parce que sans doute, c'est encore trop dur de voir que le mensonge est toute la réalité de leur existence depuis le départ, et que tout ce qui est produit aléatoirement, les rapports aux autres, les rapports amicaux, les rapports à la famille, que tout est fallacieusement devenu un rapport entre des hommes-objets. Et donc ça devient plus dur, beaucoup plus dur pour une conscience de faire face à ça que de se dire on nous ment un peu sur tel ou tel truc. Voilà. Et donc là, il y a une vraie problématique de courage, parce que derrière ça, après, il y a la question de la prévision et de l'action dont on parlait tout à l'heure. Le but de ce bouquin et puis de tout ce qu'on essaie de faire avec le groupe, c'est pas simplement de poser une analyse la plus juste possible sur le devenir historique. Au final, le but, c'est de changer nos vies. Et pour ça, il faut d'abord comprendre et saisir tout ça. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ça, Maurice. Oui, sur le fait qu'il faut comprendre, par rapport au fait de changer nos vies, il faut comprendre le déterminisme du déploiement de la valeur d'échange pour savoir que c'est pas notre simple volonté qui va faire qu'on va changer le monde. Il y a des temps historiques et là, on est rentré dans une période où moi, je vois autour de moi des gens qui ne se questionnaient sur rien. Alors, ils n'ont pas un questionnement de radicalité maintenant, mais au travers, tu as parlé du coronavirus, il y a des gens qui ne se questionnaient sur rien, qui voient, qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
et qui ne va pas du tout. Et là, il peut y avoir cette vision surfacière du travail. Les gens se réfèrent beaucoup à Réinfo Covid. Réinfo Covid fait un très bon travail d'information sur le comment on va nous mentir, mais pas sur le pourquoi il y a ce mensonge. D'accord? C'est une explication technique, donc il la faut pour discuter comme ça. Mais nous, notre message, c'est d'expliquer ce qui fait ce mensonge. C'est pas d'être dans les détails techniques de ce mensonge. Donc les gens commencent à sentir le mensonge, mais c'est pas un hasard, ça vient pas du ciel, c'est la réalité de la vie sociale, de l'intensification de la crise qui est en cours, qui fait que ça monte et les gens commencent à ouvrir les yeux un peu. Alors, je pense qu'on va peut-être dire un mot sur les échéances électorales à venir. Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu dis sur la crise, si on a dit que le problème de toute cette horreur indistinctive actuelle vient du mode de production, il ne faut pas porter son regard, même si on s'informe et on regarde, mais il ne faut pas poser son regard, sa critique et sa colère sur le degré toujours grandissant du niveau d'indistinction qui va toujours aller grandissant. Il faut porter son regard sur ce qu'il y a derrière et qui produit cette indistinction grandissante et chaotique. C'est le chaos lui-même du mode de production et c'est cette crise. Donc, bon, on ne va pas aller dans des choses trop détaillées maintenant dans cette rapide vidéo. On a sur le site, sur le YouTube, un certain nombre de vidéos. On en a fait une récemment sur le marché mondial et il y en aura une sur la crise. Mais ça peut, ce qui est vécu d'abord comme des problèmes économiques, c'est rébarbatif, c'est lourd. Et pourtant, on ne peut comprendre, parce que ça n'est pas qu'économique, justement, comme on l'a dit, le mode de production, c'est la production de la fausse vie dans le mode de production capitaliste, c'est la production de la fausse vie dans tous ses aspects. Donc, la seule façon de porter une critique rigoureuse et surtout efficace prochainement sur tout ça, c'est de se mettre là-dedans, par-delà les effets détestables, horribles, anti-humains, tout ce qu'on peut voir, et de bien comprendre cette crise. Donc, on a une émission là sur le marché mondial. Vous retrouverez aussi des émissions passées sur la baisse du taux de profit, mais c'est très important. Toi, tu as un peu brossé la question de la valeur, mais la valeur, la loi de la valeur, la baisse du taux de profit et la crise en bout de chaîne, c'est ça qui permet de savoir de façon certaine où on va et surtout de savoir, de ne pas se désespérer, s'indigner en chaîne et s'essouffler. On sait que tant que la crise ne sera pas allée au bout d'elle-même, l'indistinction avancera toujours. Il faut le savoir, il faut en être sûr, et c'est comme ça. Il ne faut pas s'épuiser à combattre des effets qui avanceront toujours. Là, on parle actuellement, il y a des grèves partout dans le milieu hospitalier. On respecte les grèves et les colères des gens qui travaillent à l'hôpital, qui sont logiques et ils ont raison de se battre. Mais on sait, par contre, que l'hôpital ne reviendra plus jamais un sanctuaire humain non marchand. Ça n'est plus possible. La loi de la valeur a dû rentrer dans l'hôpital de façon intensive pour rechercher des zones de rentabilisation supplémentaires qui sont liées à la baisse du taux de profit. Et donc, on va tout vendre. On nous parle de GPA. Il y a des gens qui vont se battre sur cette question de la GPA, et pourtant la GPA arrivera un jour ou l'autre. Donc, on insiste là-dessus, mais poser un regard de distinction sur l'indistinction, c'est aller à la racine et ne jamais la quitter. Voilà, pardon, je t'ai coupé, Maurice. Ouais, voilà, maintenant j'ai oublié, quoi. Ah ouais. Non, je disais que j'étais parti sur le fait que beaucoup de gens s'interrogeaient et que ça venait de l'intensification de la crise. Alors, ils n'en ont pas conscience, mais il y a un premier voile de se dire, ben, on nous ment là. Alors, il y en a beaucoup qui s'imaginent que c'est pas possible qu'il y ait une mystification coronavirale mondiale, qui se rassurent même en se disant puisque c'est ailleurs comme ça, c'est que ça doit être vrai. Non, la crise mondiale du coronavirus correspond à la suite
de la crise de 2008, des taux négatifs de 2018, correspond à la rentrée dans la phase de la crise terminale du capital. Et le mensonge mondial correspond à une crise mondiale. Alors, les gens sont pas encore rentrés dans ce degré de compréhension historique, mais c'est toujours l'avancement dans la pratique sociale quotidienne, dans la vie concrète, qui vont faire que beaucoup de gens vont se poser de plus en plus de questions. Et malgré les impasses électorale à venir où l'actualité fait qu'il y en a qui peuvent encore se dire que il y a un individu, croire qu'un individu, quand on a compris la force du déploiement de la valeur d'échange, de tout ce qu'elle a formalisé, que ce soit la démocratie ou de toute autre structure, croire en un individu, c'est d'une grande innocence, mais peu importe l'intensification de la crise, balayera tout ça. Donc, on peut peut-être finir d'ailleurs en parlant, parce que donc il y a eu ce bouquin initialement, dont la critique de la société d'indistinction, est sorti en 2007. La théorie du genre, ces choses-là, 2007, c'était des choses qui couvaient un peu dans les universités, mais qui étaient totalement inconnues du grand public. C'est le regard radical méthodologique sur ce devenir nécessairement indistinctif qui fait que tout ce qui arrive était prévu. Et donc, on invite les gens à lire ce bouquin. Vous verrez qu'en 2007, tout était prévu. On a refait une émission en 2019. Juste après cette émission, il y a eu le coronavirus. Tout ça a été prévu aussi, pas dans les formes particulière d'un virus, etc. Mais à un moment donné de la crise, il y a une nécessaire mise en friche et il y a un nécessaire mensonge sur cette mise en friche parce que le système ne peut pas dire « c'est moi qui vais être obligé de vous mettre en friche ». Donc, ça doit être un agent extérieur mythologique qui nous met en friche et qui crée des situations terribles pour les gens. Au bout de ça, on a vécu cet été des manifestations, donc on en a fait pas mal avec le groupe, où chaque semaine, un peu sur le mode des Gilets jaunes, les gens allaient se casser le nez tous les samedis avec des slogans qui se répétaient en boucle, qui le faisaient peut-être chaud au cœur de se retrouver chaque semaine, mais qui ne peuvent que se casser le nez justement parce qu'ils n'ont pas ce regard critique radical sur ce qu'ils veulent critiquer. Et donc, on en est encore là, au moment où on parle, liberté, démocratie. Et la transcroissance de ces mouvements, ça va continuer, mais à un moment, il va falloir avoir le courage de regarder la réalité de ce qu'est la démocratie, non pas dans l'idéologie de cette belle chose politique qui permet aux gens de donner leur avis, etc. Non, la réalité historique et conceptuelle de ce qu'est une démocratie, de ce qu'elle sera toujours, et s'attaquer frontalement à l'État et à l'argent. Et donc, je ne sais pas si tu veux conclure, mais on peut conclure là-dessus, sur le fait qu'il n'y a vraiment qu'un seul combat et que tous les autres sont des combats de réengencement de notre servitude et de notre non-vie. Et ce combat, c'est le combat radical de ce qui nous a séparés de nous-mêmes il y a des siècles et des siècles. Et on arrive au bout de ce chemin où on va pouvoir retrouver, parce que c'est déprimant pour plein de gens, mais parce que c'est une époque à la fois terrible, mais merveilleuse. C'est le seul moment où, ça y est, on commence à avoir la possibilité de retrouver une vie authentiquement humaine. Donc, on peut leur donner un message de courage et de joie pour terminer, mais il n'y a qu'un seul combat, il est rude, mais ça va être le plus joyeux, le plus fort que l'humanité ait jamais connu, quoi. Bien sûr, moi, c'est un peu alors, c'est pas un reproche, c'est quand on parle, que ce soit dans les manifestations ou dans l'entourage, il en ressort, on me dit, mais on dirait que tu es content de ce qui arrive. Mais bien sûr qu'on est content de ce qui arrive. Alors, ça veut pas dire qu'on est des abrutis, qu'on voit pas que ça pose des difficultés concrètes dans l'immédiateté, mais ce qu'on est en train de vivre. Et quand on a compris ce qu'est réellement l'indistinction, quand on a compris qu'il y a un rapport exploiteur exploité et que les exploiteurs tout autant que les exploités sont le produit de l'exploitation et que on va vouloir abolir l'exploitation, ça change rien de changer le nom, la tête, la religion, le sexe de l'exploiteur, de l'idéologie des exploitants. C'est abolir le rapport d'exploitation.
Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et bien sûr que c'est une force dans ces temps difficiles qui vont devenir difficiles sur certains points, mais qui font qu'on va vers quelque chose vers la destination humaine de la communauté universelle de l'être. Et ça, c'est primordial.